Le Gémeaux, maître de la troisième maison, permet d'affirmer l'identité, d'exprimer son identité. C'est un signe de communication, un signe d'air qui a un grand problème dans sa vie, c'est qu'il est Gémeaux, donc il est gémellaire, il est jumeau, il a une double identité, ce qui va le rendre très curieux, très adaptable, très intéressant parce que divers et diversifié, mais qui va lui rendre une grande difficulté de vie, c'est de savoir qui il est et de pas un petit peu devenir l'éponge, le caméléon des autres et ne plus savoir qui il est à force de vouloir être l'autre avec qui il veut rentrer en fusion, ce qui en général génère une explosion. Donc le Gémeaux, en tant que signe d'air, signe de communication, est gouverné par la planète Mercure. C'est vraiment un signe communicant. Il est tourné vers l'autre. De toute façon, il cohabite avec un autre. Et il est cette fameuse trinité que nous avons tous en nous et qui fait que nous sommes nous. Le moi, le surmoi et le ça. Enfin, je ne vais pas revenir sur Freud, sur la théorie de la psychologie, mais c'est vraiment de se dire on a un conscient, un inconscient, un supraconscient. C'est notre trinité qui s'aligne. Dans la tradition chrétienne, on dit toujours la trinité, Dieu, l'Esprit Saint, le Fils. Ben, c'est la manière en fait de parler de nos trois états d'identité. Et en fait, le Gémeaux, c'est le premier signe du zodiaque à avoir ces trois états en lui qui sont alignés. Et c'est pour ça qu'il va détenir en fait l'élément air. C'est pour pouvoir dire, bah, j'ai appris de les premiers éléments feu, qui, on va dire, ouais, il sera un petit peu le conscient, hein, le bélier, même s'il a du mal à s'incarner, puisque c'est la blessure du bélier, il va avoir la conscience qu'il est là. Le taureau, il est tellement dans la terre qu'il serait quasiment dans le collectif. Mais pareil, c'est quand même un signe qui va avoir la conscience et qui va avoir cet aspect terre, donc cet aspect très ancré, très en lui, qui va lui permettre d'aller dans l'incarnation, mais qui va aller rechercher ce que c'est sur Terre. Qu'est-ce que c'est être sur Terre? Le Gémeaux, il se pose plus ces questions. Il dit, je vais essayer de le communiquer, de parler, parce qu'en fait, je sais que je suis là. Il correspond dans l'âge d'évolution à l'âge de 18 mois. Alors, ça va dépendre là encore de l'enfant, ça va dépendre bien sûr des placements, parce qu'on peut avoir des Gémeaux précoces. Et donc, si vous avez par exemple des placements qui vous poussent à prendre des responsabilités ou tout simplement une ligne de vie et une naissance, donc pareil, j'ai fait une vidéo sur la naissance, je vous invite à l'écouter pour comprendre un petit peu parce qu'il pourrait, dans les éléments de votre naissance que l'on voit sur votre thème astral, mais aussi ce que va vous raconter votre corps, vous allez pouvoir mieux déterminer si effectivement vous êtes ce qu'on appelle un Gémeaux précoce, et donc avoir une capacité à intellectualiser très vite, mais du coup à apprendre à faire entre guillemets aussi éponge des émotions des autres, des blessures d'âme de votre famille. Donc vous pouvez avoir tendance un petit peu à prendre les blessures des autres, mais pas à la manière d'un cancer, parce que le cancer, ça va être votre prochain âge. Ça va être vraiment être à la manière d'un Gémeaux, donc avec cette notion de vouloir parler ou au contraire ne pas parler. Donc l'incapacité à parler parfois, parce que vous avez vu des trucs, ressenti des trucs en gros, de manière précoce. Donc ça va être un facteur de blessure, mais aussi un facteur de votre identité en tant que Gémeaux. Et maintenant, si on revient, on va dire, sur un Gémeaux avec une ligne normale, il nous raconte l'histoire donc de l'enfant de 15-18 mois, donc quand la fontanelle se termine de se solidifier, et donc on quitte l'âge du taureau, l'âge où on a compris qu'on est incarné, et on commence en fait son chemin vers l'acquisition de son identité qui va se terminer, entre guillemets, se terminer avec la Vierge, donc vers nos 10 ans, 15 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'entre nos 18 mois, donc ça va être à peu près jusqu'à nos 3 ans et demi, donc ça va être un cycle aussi saturnien complet et un premier nouveau cycle saturnien, donc aussi de comprendre les limitations que l'on a, mais aussi le besoin de rigueur et de discipline que l'on a et notre rapport au corps, parce que Saturne, il va nous expliquer quand même tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on est, effectivement, on prend l'exemple maintenant de l'enfant terrestre, hein, nous sur Terre, moi là ce que je vous donne, c'est des indications énergétiques. Eh bien, un enfant, en général, entre 1 an et demi et 3 ans, qu'est-ce qu'il apprend? Il a déjà appris à marcher, il apprend vraiment, enfin, il marche seul, donc il s'autonomise dans sa capacité à marcher. Il a commencé normalement aussi à baby-boubonner, hein, voilà. Après, il y a des enfants qui commencent très tôt, qui parlent voilà, très vite, mais d'autres qui vont parler
plus tard. Mais en général, à 3 ans, ça y est, le langage est à peu près acquis. Donc, c'est aussi l'acquisition de la capacité à parler, ce qui va être donc spécifique aux Gémeaux. Donc, c'est important, par exemple, si vous voulez comprendre aussi l'énergie solaire, parce que c'est des moments où on ne se souvient pas. C'est quand même ces 3 premiers signes, on ne se souvient pas, on n'a pas de mémoire de qui on est. Les premières mémoires, elles arrivent justement avec l'âge symbolique du cancer, entre 3 ans. Donc, le cancer, c'est 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans et demi, jusqu'à peu près 7 ans. Là encore, ça va dépendre de notre cycle d'expression et de notre cheminement à la fois terrestre et astrologique et énergétique. Mais donc c'est pour ça que le cancer est un signe de la famille et il continue l'évolution du Gémeaux parce qu'il va utiliser le verbe créateur pour se souvenir et donc faire l'apparition des mémoires, ce qui explique que le cancer est un signe de mémoire. Le Gémeaux, lui, il est en train de construire cette mémoire, donc il a un côté vivant dans la mémoire. Ce qui va donner une caractéristique très forte aux Gémeaux, c'est qu'il va être curieux. Souvent, ça va être un être cultivé, qui va savoir plein de choses, qui va avoir envie de se renseigner, peut-être même avoir envie de voyager. Ça va dépendre. Il peut y avoir des Gémeaux qui vont beaucoup se bloquer parce que leur complémentarité, en fait, en face, ils sont en axe avec le Sagittaire, qui est l'axe du voyage. Et donc, soit il va l'exprimer par « ouais, j'ai envie de voyager », soit au contraire, il va vouloir rester et va plutôt vouloir faire un voyage intérieur qui peut alors à la fois le libérer parce qu'il va apprendre à se connaître et justement remplir cette fonction gémellaire de savoir qui il est, parce que c'est quand même de ses grandes missions aux Gémeaux, ou au contraire de s'auto-étouffer, de se scléroser et de se bloquer dans son évolution, ce qui est le risque en fait souvent quand on est dans cette expérience du Gémeaux. Le Gémeaux, il va pouvoir dépasser cette possibilité-là, notamment en diversifiant ses expériences. On dit souvent d'un Gémeaux qu'il est les multitâches, les Gémeaux en fonction de leur placement, mais quand on a une énergie, surtout par exemple sur la carrière, où on a beaucoup de placements Gémeaux sur par exemple la maison 10 ou le placement en Capricorne, donc le miroir avec le Capricorne, ou ce que l'on a en placement en maison 3, on peut avoir plusieurs boulots. Mais pas forcément parce qu'on en a besoin en sens d'argent, ça peut être ça, mais là, c'est du coup les placements Saturne, Jupiter qui peuvent expliquer ça. Mais là, c'est vraiment parce qu'en fait, le Gémeaux, il va tellement vite dans sa tête, il fait partie des signes d'air, hein, les 2 signes qui vont quand même le plus vite au niveau intellectuel dans le zodiaque, c'est quand même le Gémeaux et le Verseau, voilà, la balance, elle va vite, mais elle va ralentir parce qu'elle va avoir besoin d'analyser beaucoup la balance pour questionner. Elle va être ce philosophe qui, elle, ralentit. Alors que le Verseau, comme il connaît tous les temps, il y va à tous les temps. Et le Gémeaux, c'est l'incarné, c'est l'être humain incarné qui se pose plein de questions, qui est curieux. Et ça va lui donner donc des grands défauts aussi, parce que là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualités. Alors bien sûr, ce que j'ai dit, c'est se renfermer sur lui-même, donc avoir cette capacité à s'autodétruire en tant que Gémeaux, ne pas s'aimer. Ça peut aussi donner une capacité à critiquer, alors qu'il va le faire se rejoindre avec la Vierge. La Vierge, c'est un esprit critique très, très porté. C'est en ça que tous les deux sont mercuriens. Mais ils n'ont pas la même facette pour moi du Mercure. On va en reparler avec Mercure. De toute façon, c'est un signe donc, qui va être très communicant et très parleur, mais du coup, il peut être beau parleur. Donc, il va avoir un côté menteur, manipulateur, qui va bien checker avec le Sagittaire, qui en général est le menteur et le manipulateur du zodiaque, en concubinage parfois avec son Scorpion aussi. Le Scorpion peut être très manipulateur. Le Scorpion n'est pas forcément menteur. C'est pas la même manière de tourner l'analyse des choses. Le Sagittaire, il est très observateur et il va utiliser sa capacité d'observation pour manipuler et mentir. Alors que le Scorpion, s'il ment, c'est pour sa propre démarche en fait de guérison. Je ne justifie pas les moyens, on va pas dire, voilà. Il y en a, ça part un désir de pouvoir sur les autres, et l'autre, c'est un désir de pouvoir sur lui-même et sur le fait de vouloir tuer tout le monde, ce qui est sympa. Je parle du Scorpion. Ce qui fait qu'il va aussi avoir, si on revient à notre ami Gémeaux, puisqu'il ne sait plus qui il est à force de mentir, de manipuler, mais de manière un peu innocente. On se rappelle que le Gémeaux, c'est l'âge symbolique c'est comme un enfant qui vous manipule un petit peu, parce qu'il veut que vous l'aimiez. Maman, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis ton préféré, maman, par rapport à le frère, à la sœur? Maman, si je me conduis bien, est-ce que je peux avoir un chocolat? Ça, c'est une petite manipulation du Gémeaux. C'est quelque chose quand même d'assez naïf. Et il va aussi avoir la tendance à dire c'est pas moi, c'est l'autre.
à être un gros blablateur, donc à beaucoup, beaucoup parler et à aller chercher un petit peu les détails. Il peut être très curieux, mais du coup, un petit peu, vous savez, la langue qui parle, le curieux, hein, le blablablateur, là, dans les groupes, il aime bien les rumeurs. Alors, c'est pas le seul non plus, hein, du Zodiac qui a bien aimé les rumeurs, mais ouais, il aime bien ce côté un peu colporté. Moi, je dis que le Gémeaux, qui est pas bien aspecté, comme on dit, bah, c'est un peu un détritus, si vous connaissez Astérix et Obélix, dans la zizanie. Ce personnage-là, tout petit, un peu véreux, avec son nez, sa couleur un peu verte, bah, c'est ça, un Gémeaux, pareil, entre guillemets, mal aspecté. C'est qu'il va aimer, voilà, ce côté, mettre un peu la zizanie, faire comme nous, on disait dans ma famille, des carabistouilles. On surnommait ma sœur Carabistouille, qui est une Gémeaux. Alors, Gémeaux construite, parce qu'on pensait tous qu'elle est Gémeaux, mais maintenant que je suis dans l'astrologie, ma sœur n'est pas Gémeaux. Alors, elle est Cancer en 0 degré, donc ça explique aussi quelque chose sur elle, parce qu'elle a effectivement l'énergie du Gémeaux, mais aussi l'énergie du Cancer. Et je suis un peu persuadée quand même qu'il y a une part de son identité qui s'est construite, parce que justement, on lui a dit qu'elle était Gémeaux alors qu'elle était Cancer. Bon, voilà. Après, c'est le genre de placement où on peut dire qu'on est les deux signes en même temps, parce que justement, on est sur les premiers degrés ou soit sur les derniers degrés. Donc, c'est ce qui va expliquer voilà, qu'on va avoir souvent une double énergie qui d'ailleurs est assez caractéristique du Gémeaux. Voilà, donc on a posé un petit peu qui était le Gémeaux. Maintenant, on va parler de la planète qui le gouverne, mais façon Gémeaux. Alors, le Gémeaux est gouverné par Mercure, donc la première planète qui se trouve après le Soleil, ou la première planète la plus proche du Soleil, parce qu'en fait, on dirait que Soleil, c'est numéro 0, c'est le monde, et Mercure est numéro 1. Et en fait, ce qui est particulier avec Mercure, c'est qu'il gouverne 2 signes. Il gouverne le chiffre 3, donc ça c'est intéressant, et il gouverne le chiffre 6. Donc, il est dans la Trinité divine, déjà, Mercure. Ensuite, Mercure, c'est le mercredi, donc c'est le 3e jour dans la semaine, mais en fait, c'est le 4e jour dans le calendrier catholique, donc l'entrée dans le temple. Je dis toujours, le temple, c'est un triangle, et quand on met un 4e pilier, on rentre dans la pyramide. Ça, c'est un enseignement que vous pouvez à la fois retrouver dans ma numérologie sur cercledeprésence.com ou dans mon enseignement de Manouiti, sur le soin du mana, ou encore dans l'oracle du mana, où j'explique vraiment cette notion de c'est quoi la Trinité, et ce qui fait rentrer dans le temple, donc dans l'initiation sacrée. Et donc Mercure, ce dieu alors romain, est un dieu qui nous fait véritablement rentrer dans la matérialisation, l'incarnation de l'énergie solaire. Donc elle est une petite planète, hein, Mercure, elle n'est pas très grande selon nous, hein. Un peu plus grande que la Lune, mais un peu petite par rapport à la Terre, alors que nous, en fait, on est minuscule par rapport au Soleil. On a tendance à oublier ça, mais c'est comme ça. Et en fait, on dit donc c'est une planète excentrique, donc il y a un orbite circulaire, elle a un orbite, donc ça veut dire qu'elle a un temps de transit assez régulier, avec bien sûr l'aspect rétrograde. Ça veut dire que ça ne veut pas qu'elle va rétrograder, elle va faire marche arrière, ça veut dire que la course de sa planète, en fait, nous, on va avoir l'impression qu'elle ne bouge pas, et alors qu'en fait, c'est juste que c'est son orbite qui crée cette impression, et donc elle devient ce fameux Mercure rétrograde, où on dit, ah, quand on est en Mercure rétrograde, il vaut mieux hold your tongue. Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Donc Mercure nous parle évidemment de beaucoup de communication. Il nous parle de communication, je dirais plus avec son acolyte ou son équivalent. Pour moi, on est des acolytes au lieu des alcoolites, mais on n'est pas des alcoolites. Voilà, ni des alcooliques. Allez, c'est bon, ça c'est check. Son acolyte grec qui est Hermès. Alors Hermès, c'est un des préférés, c'est un des chouchous des dieux pour moi. C'est comme Chiron qui est un peu un des chouchous des dieux. Il est aimé pour moi. Zeus l'aime bien, la création l'aime bien. C'est quand même celui qui a des ailes sur ses chaussures, c'est quand même trop cool, il a la classe, Hermès. Il a aussi un bâton qui s'appelle le bâton de la caducée, donc il a des petits serpents autour de son alignement énergétique, ce qui fait qu'il est guérisseur. Alors pour moi, cet aspect du dieu, de cette énergie mercurienne, elle est beaucoup plus chez la Vierge que chez le Gémeaux, dans le sens guérisseur de l'autre. C'est-à-dire que la Vierge, elle va effectivement être un peu plus appropriée pour par exemple des professions médicales ou thérapeutiques. Le Gémeaux, lui, il va utiliser cette énergie de guérison vis-à-vis de lui-même, parce qu'en fait, il a déjà un gros souci que la Vierge n'a pas, c'est savoir qui il est.
La Vierge, elle va... En fait, ce qui est intéressant dans les deux signes, c'est qu'ils sont tous les deux quand même un côté biface. On dit toujours du Gémeaux qu'il est donc double, et la Vierge qu'elle peut être Vierge folle, Vierge sage. Donc ce côté, voilà, c'est juste que la Vierge, on y pense moins, parce qu'elle a ce côté plus structuré, plus ordonné, et donc plus tourné vers les autres, dans l'aspect hermésien, messager des dieux, mais aussi guérisseur dans le zodiaque que Mercure, par exemple, dieu romain, qui lui est beaucoup plus argent, argent, argent. Donc c'est vrai que le Gémeaux peut avoir un côté un peu bling bling, hein, notre ami Gémeaux, GG, Jojo. C'est là où il va se retrouver donc avec le thème du jour qui est l'énergie du lion, où ils vont aimer un peu ce qui brille, hein, ces deux-là. Donc voilà, c'est toujours les signes masculins, ils s'entendent bien entre eux, il se passe des relais comme les signes féminins, mais c'est un autre... Comme on n'a pas encore parlé de signes féminins, on va en parler avec la Vierge, super, ça va faire un petit peu d'égalité parce que je fais 2 signes masculins d'un coup, donc on fera la Vierge après. Mais c'est vrai qu'ils se passent les relais, ils se passent leurs secrets entre eux. Vous savez, les hommes, ils sont beaucoup plus solidaires que les femmes entre elles. Donc eux, ils se passent les types. Vous savez, hein, c'est ce qui explique aussi le patriarcat et pourquoi les hommes gouvernent mieux que les femmes dans l'aspect purement superficiel. Les femmes ont une capacité à beaucoup plus être jalouses entre elles et s'autodétruire. Lisez, si vous voulez me contredire, L'art de la guerre pour les femmes. Moi, ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur cet aspect du féminin qui n'est que construit et construction. Un autre livre que je vous conseille de lire là-dessus, c'est Françoise Lhéritier, qui va aussi vous comprendre pourquoi l'identité féminine a été construite comme ça. Ça ne veut pas dire que le féminin est comme ça. Pas du tout. Le féminin, au contraire, il est très solidaire, très enveloppant, très communautaire. Il est sororité. Donc là, on va retrouver du soutien. Mais c'est pas grave, j'ai un petit peu... je suis un peu partie déjà dans le domaine de la Vierge, mais vous voyez comment l'énergie du Gémeaux influence. On se dilapide avec le Gémeaux. On part un peu dans tous les sens et on parle beaucoup et on négocie. Parce qu'en fait, Mercure, si on revient sur le personnage de Mercure, le dieu romain Mercure, c'est quand même le dieu des marchandises, du commerce, des pequeñas pequeñetas, de l'argent, des pesitas, des fruits, de l'oseille. Mercure, ça veut dire je reçois ma part, je reçois mon salaire. Donc c'est marrant parce que quand même le Gémeaux, c'est un signe terrien, mais aérien. Parce que voilà, donc, je vous rappelle que pour moi, les 4 premiers signes sont les signes les plus terriens de tout la roue astrale. Donc il est là pour venir incarner, pour prendre des choses, pour prendre conscience de ce pourquoi il vient sur Terre avec cet aspect air, avec cet aspect mercurien, et donc ça va le rendre très marchand de tapis, commerçant, messager. Il va donc aussi porter une certaine chance en lui. Là, ça va être le côté Hermès de l'aspect mercurien du Gémeaux. Donc, on peut aussi prendre en compte que le Gémeaux va avoir un côté assez chanceux. Et là encore, ça va le relier à Jupiter, donc Zeus, le roi, entre guillemets, de la mythologie, le dieu de la mythologie, mais je dirais aussi avec le côté solaire, donc le dieu soleil et le dieu de notre système, le référent de notre système solaire, parce qu'on dit aussi des signes du lion qui vont avoir une certaine capacité à être chanceux. Alors bien sûr, le plus chanceux du zodiaque, c'est le Sagittaire, mais on en reviendra. Alors là encore, ce qui est important de comprendre, c'est d'où vient Mercure. Mercure, ou Hermès plutôt, parce que moi je préfère parler de la mythologie grecque que la mythologie romaine, je la connais mieux. Zeus et Maïa. Maïa, c'est l'aînée, on dit que c'est l'aînée, hein, alors surtout si vous avez lu les Pléiades de Lucinda Riley, mais c'est l'aînée, c'est la première des Pléiades, et en fait les Pléiades, ça coupe le ciel en deux, donc c'est que éviter ce que je vous ai expliqué sur le rapport au temps dans l'aspect énergétique lionesque. Et donc, ce qui va nous expliquer que le Gémeaux, en tant que Mercure et en tant que receveur de cette énergie de création du lion, lui aussi va bien comprendre le tempo de la création, le tempo de l'artiste. C'est quelqu'un qui va être quand même plutôt au diapason de quand est-ce qu'il faut créer, de quand est-ce que les dieux vont m'amener des messages d'inspiration. Donc sur l'aspect thérapeutique, énergétique que le Gémeaux peut nous donner pour être dans cette énergie de création, cette énergie solaire de la création, il va lui aussi avoir cette intuition du temps. Et il va avoir par contre une capacité que le lion n'a pas, c'est qu'il va être capable de la mettre en mots, mais surtout en ligne de mémoire. L'autre dieu qui est associé en fait aux Gémeaux, qui est on va dire un des collègues, un des équivalents de Mercure ou de Hermès, c'est Thoth.
Et Thoth, dans la tradition égyptienne, cette fois-ci la mythologie égyptienne, c'est celui qui prend des notes. C'est le scribe des dieux. C'est ce grand monsieur là avec sa tête, je sais plus comment on le dit. Ah zut, je le vois. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, s'il vous plaît, si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Et puis je pense que quand je sais pas maintenant, je me suis dit je vais le mettre en étiquette en faisant le montage de la vidéo, donc vous l'aurez. Mais voilà, il a vraiment cette capacité comme il a cette capacité de message et cette capacité de compréhension du temps, il va comprendre quand l'inspiration vient et avec un côté assez fugace et court-termiste de l'énergie. Donc l'énergie d'un Gémeaux, enfin avec cette façon, enfin d'un Lion façon Gémeaux, elle va être très fugace, très communicative, voilà, c'est l'éclair de génie qui débarque et boum, on y va. Donc c'est intéressant. Si vous êtes par exemple en manque d'inspiration, d'aller mobiliser votre énergie à la fois Gémeaux et Lion de votre thème astral pour vous y retrouver. Allez, maintenant on va aller regarder comment savoir si justement on a cette capacité Gémeaux-Lion ensemble. Le Gémeaux, le signe du jumeau, ça s'entend, c'est à une phrase près. Le Gémeaux nous apprend à être en interaction avec l'altérité et l'histoire des Gémeaux dans le monde entier, dans la mythologie, permet d'illustrer une des leçons énergétiques du jumeau Gémeaux. Le Gémeaux, c'est des histoires souvent de fusion, c'est des histoires souvent d'assassinat, c'est des histoires d'identité qui ont besoin de tuer, de voler, de prendre quelqu'un pour pouvoir devenir soi-même. Beaucoup d'histoires de jumeaux animent la mythologie et même les textes religieux. On a par exemple Abel et Caïn dans la Bible et la Genèse. Donc je vous rappelle que les deux frères font une offrande à Dieu, que Dieu préfère l'offrande de Abel. Ça met Caïn hyper en colère, je ne sais pas dire Caïn. Caïn tue son frère. Boum, ça meurt. Et en fait, c'est l'idée de je tue une part de ce que Dieu me donne en don. Donc c'est le complexe de je suis trop doué. Et je vais tuer la part de mon don, la part de mon talent, la part de bénédiction par effet de colère, parce qu'en fait, être doué, ça me met en colère. Alors, sur le message biblique, pour moi, c'est vraiment la notion de la fusion et du préféré de Dieu, qui est le préféré de Dieu. Et je dirais que ça nous parle vraiment de la question du masculin et de sa capacité à être reconnu, ce qui nous montre que c'est une fuite et qui mène à la mort et qui mène à un crime. On tue son frère, quoi, fratricide. Allez, on continue dans les histoires qui sont pas très sympas. Romulus et Rémus. Alors Romulus et Rémus, pour moi, elle est quand même un peu plus positive parce qu'on a plusieurs versions sur la mythologie de Romulus et Rémus. Alors Romulus et Rémus, ce sont donc des bébés que l'on abandonne. On retrouve un petit peu, pour moi, le fil du storytelling de Moïse. Parce que, en gros, ou encore de Oedipe, en gros, on nous dit que ces gamins, ils vont renverser le pouvoir, et donc on ne veut pas qu'ils soient vivants, parce qu'on ne veut surtout pas qu'ils rétablissent le pouvoir sur la future Rome. Donc ils sont abandonnés, ils sont bien sûr protégés, bénis, donc ça c'est aussi, je trouve, un point commun, par exemple, avec l'histoire d'Agar, ou d'Ajar, en fonction de comment on le dit, et de comment on se place dans la tradition biblique ou musulmane. Et en fait, ils vont être donc pris en affection par la louve. C'est une des représentations, je pense, la plus connue de voir ces deux enfants, ces deux chérubins qui se nourrissent du lait de la louve. Donc je trouve qu'il y a une très belle illustration quand même du lien animal-humain à travers cette mythologie. Donc je trouve que ça, c'est très beau. Et bien sûr, vont grandir, vont marcher sur Rome, vont se bagarrer pour rétablir le pouvoir de leur grand-père sur Rome. Donc on revient sur Oranos, Chronos et Thanatos. Yes, on en reparlera tout à l'heure de Thanatos. Ce qui se passe, c'est là où les versions divergent, c'est que tous les deux viennent au pouvoir et en fait, Rémus meurt dans une des bagarres. Ou une autre, c'est que il gagne, et Romulus tue son frère parce qu'en fait, il veut le pouvoir. Donc, évidemment, moi, mon côté bisounours préfère la première version, mais c'est ce qui donne la naissance donc de Rome. Voilà pourquoi Rome s'appelle Romulus, Rome, au lieu de Rémus, parce que Rémus aurait donné Reims, et Reims ne serait pas Reims si elle ne s'appelait pas Reims, et Rome ne s'appellerait pas Rome si elle ne s'appelait pas Rome. Voilà, ça se dit, et on va boire un petit coup de rhum sur cette affaire.
Bon, ça nous parle là aussi de conquête conjointe, d'alliance de force, mais aussi potentiellement de trahison. Donc on en revient quand même sur c'est pas très gai toutes ces histoires de jumeaux. Et on va continuer avec des histoires de jumeaux qui sont pas très gaies, mais qui pour le coup sont un peu plus sympathiques dans la relation gémellaire. Notamment Castor et Pollux, donc on peut voir dans notre ciel. Castor et Pollux, c'est deux jumeaux, ils vont à une fiesta, et là ils trouvent Phoebe et Talani, qu'ils trouvent trop belles. Donc ils décident de les prendre, sauf qu'elles sont fiancées à Lydie et Ida. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où il y en a un qui se dit, moi je veux récupérer ma meuf. Il tue Castor, et Pollux va tuer Idas. Bon bref, ça se termine quand même en plein de sens cette affaire, pour une histoire de fille. Mais non, pourquoi donc? Tuez-vous. Il y en a d'autres. Voyons. Un homme de retrouver, 10 de retrouver, une femme de perdu, 10 de retrouver. Bon, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, bref. Donc, par contre, là, ils sont solidaires, mais c'est quand même des sacrés joujoux, quoi. Hein. Les mecs, ils vont piquer les nanas des autres. Ils tuent. Bon, ouais, c'est pas non plus super sympa cette affaire. Mais n'empêche que Pollux, que sans son castor, ce n'est plus Pollux. Et là, on nous parle donc de la capacité à être dans son identité quand justement notre frère jumeau. Allez, un autre que j'aime bien, alors c'est pareil, c'est est-ce qu'ils sont vraiment jumeaux, est-ce qu'ils sont demi-jumeaux? La question reste entière. Je vous en ai parlé tout à l'heure de Hypnos et Thanatos. Ah, Thanatos, le dieu de la mort. Alors moi, je l'associe à Chronos, Uranos et Thanatos. Je les mets ensemble, tous les trois, parce qu'en fait, tous les trois, ils nous parlent de la notion de fin de cycle. Uranos, donc Uranus, c'est le grand-père du temps dans la mythologie. Il est voilà le papa de tout le monde, et il connaît les temps dans tous les temps. C'est pour ça qu'il nous fait des surprises et qu'il est disruptif et qu'il bouleverse le temps du chronos dans notre astrologie. Saturnos Chronos, donc, qui est un titan dont le frère est Hélios, dont la mère est Gaïa, et ben lui c'est Monsieur Chronomètre, quoi, genre mais en même temps, grâce à ce il nous explique les clés du succès quand même, Saturne, hein, voilà. Puis c'est samedi, saturnienne. Samedi, on a le droit de faire à la fête à la fois le boulot, vous savez, c'est ce jour intermédiaire. Pour certains, c'est rumba, pour d'autres, c'est prière, et pour d'autres, c'est travail. Donc c'est un petit peu voilà cette capacité à être dans le temps temporel. Et enfin, Thanatos, lui, il nous parle de la fin de cycle, et je trouve qu'il nous relie du coup aussi à Pluton et cette capacité de la mort. Mais avec cette notion voilà, de Thanatos, de la mort dans le vivant. Et donc son frère, ou son demi-frère, c'est Hypnos, un autre grand copain qu'on aime bien, donc Hypnosis, le sommeil. Et je trouve que ces jumeaux, ils nous parlent tous les deux quand même déjà de mort. Mais il y en a un qui nous dit tu mords tous les jours, tu meurs tous les jours, tu mords tous les jours, tu mords tous les jours quand tu dors. Non, au contraire, c'est génial de dormir, vive le fait d'avoir la fonction sommeil dans la vie, merci de nous l'avoir donné, c'est quand même chouette. Et Thanatos, lui, c'est le grand sommeil, le fameux grand sommeil. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, l'héritage de cette mythologie, de ces deux jumeaux, c'est de nous parler effectivement de la relation au repos, de la relation au lâcher, hein, le fait de lâcher, parce qu'on doit lâcher hein, quand on s'endort, et quand on meurt, on lâche quelque chose. Et les deux nous parlent quand même d'un lien à un intangible, à un inconscient. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Bon, je m'arrête là, il y en a plein d'autres. Il y a Sol et Mani, je ne connais pas bien l'histoire, donc j'ai pas forcément envie d'en parler, parce que voilà, on est bon quand on parle des choses quand même qu'on connaît. Alors, il y en a un que je connais, mais je ne suis pas capable de dire leur nom, Fetuei Nania, voilà, et Tupuate. Bon, en gros, les jumeaux de Tiperoui, hein, voilà. Donc, les jumeaux de Tiperoui, donc Tiperoui, c'est une ville, banlieue, quartier de Papeete. Donc Papeete, la capitale administrative économique de la Polynésie française, qui est située sur l'île de Tahiti. Et donc il y a la vallée de Tiperoui. La vallée de Tiperoui, c'est une vallée qui nous permet de communiquer avec les esprits dans l'île. On y trouve en embouchure Tuata, qui est la plateforme vers le nuage, et c'est là où on va danser chaque année ou régulièrement faire des concerts. Donc un lieu de festivité. Et en fait, il y a un pétroglyphe qui s'appelle les jumeaux de Tiperoui qui a été retrouvé. Et quand on retrouve la représentation, on retrouve cette représentation donc de deux êtres gémellaires, mais qui ont, pour moi, si on porte un regard, on va dire, européen et surtout grec, on va peut-être retrouver la représentation de l'âme sœur selon Platon. Parce qu'en fait, la représentation nous donne l'impression d'avoir deux corps et en même temps un corps.
Et donc d'avoir cette fameuse représentation de on a un corps, 4 bras et qu'on est divisé en deux quand on devient sur Terre. Ça va nous permettre de parler des âmes sœurs, mais avant de ça, toujours dans cette même idée de il y a une communion de corps, pour moi un autre dieu qui nous parle de la relation gémellaire, c'est Janus. Alors je sais, il n'est pas du tout considéré comme un dieu de la gémelléité, mais en fait c'est le dieu, voilà, Janus c'est le dieu des deux visages. Il a cette capacité à avoir d'un côté le temps et d'un autre côté le temps. C'est le dieu des cycles, c'est le dieu des passages, c'est le dieu donc de la mort et de la vie en même temps. Il va avoir la capacité à regarder le passé. Donc pour nous, c'est notre angle voilà, à 360 degrés. Donc ça veut dire qu'on en fait, on a une vision quand on est ici. Donc on peut voir derrière nous comme on peut voir devant nous. Mais ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est la vision occidentale du temps. C'est-à-dire que devant nous, on voit le futur et derrière nous, c'est le passé. Sauf qu'en fait, chez les Polynésiens, c'est inversé. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît, donc c'est notre passé, et ce qu'on ne voit pas, c'est notre futur. Donc en fait, Janus, c'est une manière de nous parler de ce qui nous attend dans le futur, de l'aspect visionnaire de la communication, des énergies, etc. Et je trouve que c'est intéressant parce que Janus, il a donné, un peu comme Mercure a donné le nom à mercredi, Janus a donné le nom à janvier. Et janvier, c'est le premier mois de l'année tel qu'il a été établi par le calendrier grégorien. Et je dirais que c'est toujours cette... On est dans l'hiver et en même temps on sort de l'hiver, en tout cas dans l'hémisphère nord. Parce que dans l'hémisphère sud, on est dans l'été et on va vers l'automne. Et en fait, on nous parle vraiment d'une transition de lumière, d'une transition de cheminement. Et c'est vrai que janvier, c'est un signe qui nous parle vraiment d'un nouveau cycle voilà, d'énergie. Et qui est le premier, le gouverneur, entre guillemets, de ce mois c'est Aquarius, le Verseau, qui est miroir à qui? Le lion. Donc c'est aussi une manière pour moi, Janus, de nous parler de ce lien gémellaire à la relation solaire, à la relation visionnaire que l'axe Lion-Verseau peut nous enseigner. Moi, je trouve que c'est aussi la manière de voir cette notion d'une double face d'une pièce. Vous savez, quand on tire le hasard, on sait qu'il y a deux solutions. Est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce qu'on est dans le futur? La tranche de la pièce, moi, ça me fait penser à un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Smith va au Sénat, où on voit le monsieur qui n'arrive pas à prendre une décision, il lance la pièce et la pièce tombe vraiment sur le coin, elle ne tombe pas ni d'un côté ni de l'autre, et là il voit un journal et en fait il a la solution qui lui apparaît, puisque c'est comme ça qu'il prend la décision de nommer J.B. Smith dans le sénateur. Là aussi je vous invite à regarder ce film, il est juste excellent. Allez, maintenant on va parler du jumeau et d'un sujet hyper délicat qui est l'âme sœur. Quelles sont les ombres d'un Gémeaux, d'une énergie en Gémeaux? Un Gémeaux, c'est à peu près 1 an et demi, 3 ans en termes d'expression de son énergie. Donc il va souvent avoir des traumas de langage, des traumas de communication, des traumas d'avancement, des blocages qui vont l'empêcher d'avancer parce qu'il a souvent la blessure de l'abandon, du rejet, mais aussi de la trahison à soi-même ou de la trahison d'un autre, ce qui va le rendre très vite instable, curieux, mais curieux au sens aller chercher quelque chose qui va le déséquilibrer pour s'empêcher de satisfaire sa curiosité. Une manière de regarder en placement les blessures d'un Gémeaux, c'est d'aller regarder sa Lilith. Pour moi, la Lilith, elle est très intéressante quand on lit un thème en Gémeaux, donc une énergie de Gémeaux, mais aussi une énergie de Scorpion, scorpionesque, parce qu'en fait, ça va vraiment nous permettre de positionner cette panoplie de blessures, de traumas potentiels qu'une personne vit quand elle a ce soleil en Gémeaux. Et ça va être important pour pouvoir l'aider à savoir où est-ce qu'il est. Et c'est en ça que le Gémeaux et le Bélier travaillent ensemble. Le Bélier, il vient s'incarner, il se prend la blessure d'incarnation, donc la blessure de son identité. Mais comme c'est un signe de feu, il avance et il a le feu divin en lui. Il a le feu de Prométhée en lui. Alors que le Gémeaux, il a qui? Il a Mercure, donc une température qui est instable, un métal qui peut nous empoisonner, nous, en tant qu'être humain, et un Hermès qui a 10 conjoints, je ne sais pas combien d'enfants, enfin voilà, donc un côté instable en lui, qui va l'empêcher, en fait, d'acquérir cette grande fonction qui est primordiale chez lui, la capacité à verbaliser qui il est pour être acteur de création. Quand on dit dans la Genèse qu'il et il dit et la lumière fut,
c'est vraiment le verbe créateur. Et le Gémeaux a cette grande capacité de verbe créateur. Je suis désolée, ça a été coupé, donc ça doit être pour une bonne raison. Ce qui va lui permettre d'aller dans l'élément air et lui donner du souffle en fait à l'élément air qui est également porté par la balance et par le Verseau. Le Gémeaux, il a les mots. J'ai les mots. Il aime les mots. Gémeaux, c'est j'aime les mots. Donc j'aime en anglais, c'est gem. Hein, c'est le fait de planter. Donc il peut planter les mots pour qu'ils grandissent, pour qu'ils puissent. Voilà. Mais donc planter les mots, M-A-U-X, il peut aussi porter les mots. Et donc le Gémeaux, c'est un porteur de sacré. Et il va avoir vraiment une attitude parfois de Pandore qui a ouvert la boîte. Et il va avoir vraiment conscience de l'ensemble des mots parce que son esprit va très vite. Et donc ça va lui donner des ondes parce que vous imaginez, dès que vous parlez, vous savez toute la malédiction de ce que vous avez dit. Donc vous n'allez peut-être plus oser parler. Au contraire, vous allez essayer de parler pour exprimer continuellement votre malédiction, ce qu'il n'y a pas bien en vous, et ça va être là encore une soif, insoifable, insatisfable, etc. Il est vraiment celui qui, en bien aspecté, celui qui aime les mots et qui va utiliser les mots à son avantage pour en faire une source de création. Allez, maintenant on rentre dans le sujet du sujet. Comment un lion et un gémeaux travaillent ensemble pour votre créativité. Pour celles et ceux qui sont encore là, je fais donc acte de rituel. Je vous remercie d'écouter vraiment jusqu'au bout. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous aime, je vous aime, je vous aime très fort, au moins autant qu'une âme sœur, au moins autant qu'une flamme jumelle. Comment se décrédibiliser en 2 secondes? Oh ma effigie, oh rage au désespoir, oh secte ennemie. Mon Dieu, ça y est, je suis partie toute seule. Ah mon Dieu, ça sent. Bref. Écoutez. Vous savez, ce serait dans le truc de bref. Bref, j'ai écouté Kourou. Ça ferait un super épisode. Allez, merci de rire, merci d'en rire, et je vous dis à bientôt. Je vous aime et à bientôt. On s'arrête là, on arrête le Gémeaux qui parle trop.